Est-ce que le fait de mettre en portefeuille, au dernier moment, les valeurs stars de l'année, est-ce que ça permet d'embellir la présentation d'un fonds, d'une SICAV, juste avant le bilan de fin décembre? Réponse avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. C'est une réalité, ça existe. Alors, oui, alors David, bon déjà vous savez, les fêtes de fin d'année, c'est une période un peu particulière, hein. Les commerçants font tout pour rendre la vitrine des magasins alléchante. C'est ce qu'on appelle en anglais le window dressing, hein. C'est la technique commerciale de base, c'est incontournable. C'est un petit effort pour faire des belles vitrines de Noël, pour mettre les produits en valeur. Alors c'est une notion qui est aussi appliquée au domaine de la finance. Et alors, de manière générale, en comptabilité, le window dressing, c'est l'optimisation un peu de la présentation des chiffres comptables d'une société. On essaie d'améliorer la présentation. Mais dans la gestion d'actifs, le window dressing, qu'on va traduire par, allez, on va dire habillage de portefeuille, eh bien, c'est cette pratique supposée par laquelle les gérants de fonds ajusteraient la composition de leur portefeuille en fin d'année afin de donner une image plus favorable de leur gestion pour l'exercice écoulé. Alors, c'est une manière de montrer, lorsqu'on va faire le bilan de fin d'année au 31 décembre, que certaines valeurs qui se sont illustrées par leurs gains en bourse dans l'année ont bien été dans les principales positions du portefeuille. Bon, l'objectif, on voit bien, c'est on rassure les souscripteurs sur la capacité du gérant à être dans le coup, à avoir été dans le marché toute l'année et à ne pas être passé à côté des bons investissements qu'il fallait faire. Bon, les motivations, on les comprend derrière cette pratique? Oui, alors elles sont multiples, hein. Donc, comme je disais, bon, on peut comme ça momentanément influencer la perception des performances du fonds, on peut embellir son image, on peut attirer davantage d'investisseurs potentiels pour l'année suivante, mais déjà dans un premier temps, on évite peut-être les retraits du fonds par les détenteurs existants qui vont être sensibles aux performances comme ça un petit peu optimisées et qui aimeront voir qu'il y a des valeurs qui ont connu un vrai succès boursier au cours de l'exercice. Alors, concrètement, ça se passe comment? Ça veut dire que courant décembre, les gestionnaires vont pouvoir vendre des positions par exemple peu performantes, ils vont racheter des titres qui ont bien performé dans l'année, ce qui déjà va améliorer les indicateurs de rendement du portefeuille. Alors là, tactiquement, c'est vrai que comme ils vont acheter, c'est le cas par exemple cette année, le plus haut c'est décembre, donc ils vont acheter les titres au plus haut de l'année, ils n'ont pas forcément intérêt à les garder longtemps. Alors là, il y a deux cas de figure, hein. Soit ils les revendent début janvier pour pas subir des baisses de cours éventuelles s'il y a des prises de bénéfices ensuite, soit effectivement ils les gardent en jugeant que ça peut être finalement devenir une conviction de long terme. Bon, si vous prenez par exemple l'exemple de portefeuille d'actions internationales, alors on a vu comme ça apparaître tardivement dans les portefeuilles certains des ce qu'on appelle les 7 magnifiques de Wall Street, hein, c'est-à-dire les Alphabet, Google, Apple, Amazon, Meta, Facebook, Microsoft, Nvidia et Tesla, et notamment Nvidia qui a été la révélation boursière de l'année. Alors à l'inverse, c'est aussi une manière. Enfin, les gestionnaires, ils peuvent aussi réduire leur exposition en partie ou en totalité à des actifs qui sont jugés risqués. Alors déjà pour minimiser les pertes potentielles, ou pas faire apparaître des canards boiteux. C'est-à-dire, par exemple, on va éviter de montrer du hors-PA dans le bilan de fin d'année du fonds. C'est une manière d'éviter de s'exposer à des valeurs délaissées ou massacrées. D'autant qu'en fait, en fin d'année, il y a un effet mécanique parce que justement, la plupart des gérants, ils vont essayer de pas avoir en position visible les canards boiteux de l'année. Et donc, du coup, il y a un effet d'entraînement dans le marché, donc il vaut mieux pas y rester exposé. Donc, quand je vous écoute, je me dis que c'est une sorte de relifting en dernière minute, en mode last minute, c'est ça, non? Oui, alors c'est ça, c'est cet habillage de portefeuille, hein, c'est une manière déjà d'embellir l'image. Alors, sur un plan peu technique, sans rentrer dans le détail, mais quand vous faites des modifications comme ça en décembre, vous optimisez ce qu'on appelle les métriques de performance. C'est-à-dire que tous ces indicateurs qui vont évaluer le rendement ajusté au risque à fin décembre pour l'ensemble de l'année, hein, ratio de Sharpe, ratio d'information, vous pouvez comme ça un petit peu les améliorer. Et puis, vous profitez d'une période qui est les fêtes et la trêve des confiseurs, pendant laquelle, en fait, c'est vrai que, alors, sauf exception, puis il y en a toujours, hein, des exceptions individuelles, mais dans cette période entre Noël et Jour de l'An, c'est vrai que c'est plus calme. Il y a moins de gros décalage. Donc, si vous avez acheté la valeur, a priori, vous pouvez la garder pendant cette période et jusqu'au 31 décembre. Et puis, vous voyez après ce que vous faites début janvier. Bon, parfois, ça peut aussi un petit peu faire évoluer enfin, recentrer un peu le style du fonds. Vous avez des fonds un peu neutres. Voilà. Si l'année a été plutôt croissance, c'est une manière de dire que vous êtes plutôt croissance. Et puis, si elle est plutôt value, comme on dit, ce qui n'est pas le cas cette année, et vous vous remettez un peu plus en valeur des côtés. Vous êtes resté un petit peu dans la tendance dominante, on va dire. Voilà. Bon, j'imagine c'est ceux qui nous écoutent et je me joins à eux en me disant est-ce que c'est très moral tout ça? Il y a une question quand même d'éthique qui se pose, je pense, hein, Laurent. Oui, parce qu'en
fait, bon, au départ, on se dit, bah, finalement, cet habillage de portefeuille, ça a l'air plutôt astucieux, mais en fait, effectivement, ça pose quand même des questions d'ordre éthique, parce que bon, c'est une pratique qui déjà peut induire l'investisseur en erreur. Parce que quand vous mettez des performances optimisées sur le bilan de fin d'année, dans lequel en plus vous avez commenté tout ce que vous avez fait dans l'année écoulée, ça ne reflète pas nécessairement la qualité intrinsèque du gestionnaire du fonds. Bon, en plus, c'est une sorte de focalisation sur le court terme, sur ce qui se passe en fin d'année, ça peut compromettre la vision long terme, ou en tout cas la stabilité du portefeuille. En tout cas, pour l'épargnant, enfin, normalement, c'est ce qu'on lui recommande. Ce qui devrait primer, c'est la stratégie à long terme. Hein. Si on rentre dans un fonds, une SICAV, c'est quand même pour y rester un certain temps. Bon, alors, il y a des études universitaires qui ont été faites surtout en Amérique du Nord, et effectivement, c'est intéressant parce qu'elles montrent que ce window dressing, c'est une réalité dans la gestion d'actifs, mais que même si on est obligé de reconnaître que ça doit être courant, en fait, toutes ces études, en fait, elles n'arrivent pas à vérifier l'existence. C'est-à-dire qu'elles donnent toutes des résultats mitigés et assez peu convaincants quand il s'agit de prouver. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour prouver, il faudrait avoir l'inventaire de la totalité du portefeuille quelques semaines avant la fin de l'année et suivre son évolution au jour le jour en décembre. Et ça, c'est une information qui n'est pas révélée au public, sur lequel le conservateur des titres a un devoir de confidentialité dans le cas général. Donc, c'est pas non plus pour des équipes académiques forcément facile d'avoir accès à l'inventaire total du portefeuille. Donc, c'est pas non plus prouvable. Donc, quand on regarde sur la partie visible, les gérants les plus transparents, en général, ils communiquent sur les 10 premières lignes du fonds, de ce qu'on appelle dans le reporting mensuel. Là, c'est un outil de communication essentiel. Déjà, ça permet à l'épargnant d'avoir une photographie à chaque fin de mois, et donc aussi à fin décembre, du haut du portefeuille. Bon, en général, un gérant qui communique bien, il va aussi indiquer les mouvements principaux du mois, à l'achat et à la vente. Voilà, alors déjà, ça donne ça au moins des indications. C'est là souvent que nous voyons effectivement des choses un peu étranges, et on voit arriver des valeurs à succès de l'année qui n'étaient pas du tout prévues et dont on n'avait jamais parlé avant. Mais vous avez aussi des gérants, à contrario, qui, eux, revendiquent de ne pas faire d'habillage de portefeuille. Tous ceux qui se revendiquent d'une gestion de conviction, ils disent que c'est pour cette raison que les investisseurs sont venus, donc ils ne vont pas changer le processus d'investissement pour de l'affichage, parce que leur promesse, justement, ils ont fait sur un type de gestion et ils y restent, même si ça les dessert et même s'ils font de moins bonnes performances. Voilà, c'est aussi une manière effectivement de se positionner par rapport à cette pratique qui sans doute, habillage de portefeuille, est sans doute assez courante dans le marché. Donnez-nous quand même quelques exemples d'habillage en France, habillage de fin d'année. Oui, alors en fait, l'idée, vous voyez bien, David, c'est que, et d'ailleurs c'est assez humain, c'est bon, on va essayer de montrer les succès, puis on va rester discret sur les accidents dans le portefeuille. Alors, c'est vrai qu'il y a un exemple, il y en a chaque année, mais cette année, vous avez deux valeurs d'un même secteur avec des parcours boursiers très différents. En 2023, vous aviez notamment Ferrari et Porsche. C'est quand même deux valeurs du même univers de l'automobile sportive haut de gamme. A priori, vous vous dites, elles peuvent avoir des parcours boursiers comparables. Pas du tout. Quand on fait le point juste avant Noël, par exemple, si on prend les valeurs au 20 décembre, eh bien, l'action Ferrari a grimpé de 60%, alors que celle de Porsche a baissé de 15%, ce qui est quand même un gros écart. C'est-à-dire qu'en gros, en 2023, il valait mieux donc avoir l'action Ferrari en portefeuille et laisser l'action Porsche au garage, même si dans les deux cas, vous pouvez en revanche avoir les produits qui, eux, ne posent aucun problème de qualité. Mais enfin, en tout cas, sur le plan boursier, alors c'est vrai que ça s'est surtout fait en deuxième partie de l'année, on voit bien d'ailleurs que dans les fonds qui ont des valeurs haut de gamme, etc., vous voyez Ferrari, mais on voit plus Porsche. Porsche n'est pas présent dans la vitrine. Alors, vous avez aussi un autre exemple très connu cette année. On sait que l'indice américain S&P 500, 80% de la performance de cet indice est faite par 10 actions sur les 500. Et dans les 10 actions, vous avez les fameuses, les 7 magnifiques dont on parlait tout à l'heure, qui font l'essentiel. Donc ça aussi, quand on voit certaines de ces valeurs, c'est une manière de rassurer l'investisseur. Mais vous avez aussi des exemples. Prenons par exemple le cas français. Si vous avez un fonds dans lequel vous faites apparaître Stellantis, qui a gagné 60% en 2023, arrêté on va dire un peu avant Noël, ou Saint-Gobain qui est à plus 45, forcément ça va plutôt plaire aux détenteurs de parts du fonds, qui va jamais aller reprocher à un gérant de fonds de faire une bonne performance plutôt en ligne avec le marché. Bon, la conclusion de tout ça, on évite ou pas ceux qui pratiquent, qui ont ce type de pratique? Non, mais je crois que c'est intéressant de le savoir, parce qu'en fait, en général, c'est quelque chose qu'on sait peu, parce que les gérants restent discrets, et puis tout le monde dit, enfin, la plupart d'entre eux disent qu'ils
ils n'en font pas, mais que, en tout cas, il faut pas qu'on les brute s'ils en font. Mais en fait, c'est quand même à court terme. C'est une technique qui conduit à écarter et élager les mauvaises positions, acheter, renforcer les valeurs en vue. Alors, ce qui est gênant, c'est que c'est un peu trompeur sur l'activité d'ensemble. À court terme, ça ne nuit pas à l'intérêt de l'épargnant. Et d'ailleurs, son intérêt converge avec celui du gérant de fonds, c'est d'avoir en fin d'année un bilan qui est plutôt positif ou arrangeant. Simplement, voilà, il faut le savoir et c'est un peu trompeur. Bon. Voilà, et on ne se trompe pas en vous écoutant et en lisant le revenu hebdo. Joyeux anniversaire, 30 ans, donc spécial 30 ans en kiosque pendant 3 semaines. Qu'est-ce qu'on peut y dire? Et oui, David, c'est presque mon âge. Alors, effectivement, 30 ans, c'est effectivement l'anniversaire donc de l'hebdomadaire, hein, du revenu, le mensuel étant un peu plus ancien, avec une interview exclusive de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui nous indique ses priorités pour 2024. Et puis on revient en fait sur les valeurs un petit peu emblématiques de l'année, notamment Stellantis, je vous en parlais, meilleure performance du CAC 40. Et puis Vivendi aussi, avec un changement de stratégie financière un peu phénoménal, qui en tout cas a l'air de bien soutenir le cours en bourse. La scission de Vivendi. Voilà, tout à fait. Après 150 ans ou plus d'histoire. Merci. Explication signée Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent, salut. Merci David.